Joyeux Noël à tous! Oh, merci. J'espère que vous avez bien profité de votre famille et que vous avez eu des super cadeaux. Justement, je suis un peu déçu parce que... Et aujourd'hui, pour changer des dessins animés japonais, on va parler d'une série espagnole. Oh, des paysans. J'aime bien ça. Les mystérieuses cités d'or qui... Bref, c'est pas du tout espagnol, les cités d'or. Les mystérieuses cités d'or. Et sérieux, c'est pas espagnol? Ça se passe à Barcelone. Alors, c'est pas parce que ça débute en Espagne ou même que le personnage principal est espagnol que ça a été créé par des Espagnols. C'est franco-nippo-luxembourgeois et personne ne dit mystérieuse cité d'or. Ah ouais? Faudrait peut-être que je fasse des recherches avant en fait. Ce qui est sûr avec les mystérieuses cités d'or, c'est que tout le monde en a déjà entendu parler. Je vous entends déjà dire non, pas moi. Bon, bah. Mais je peux vous assurer que si je vous fais écouter le générique, vous allez reconnaître. Dans les cités d'or. Je suis fan de Christophe Maé. Un immanquable des années 80 qui a marqué sa génération ainsi que celle d'après. Bientôt, cela fera 40 ans que cette série est diffusée sans presque aucun arrêt. Et on parle là que d'une saison, qui du coup est vue et revue. Pas pour tout le monde. Bon, faudrait savoir, tu sais que la série est franco-luxon je sais pas quoi là, mais par contre tu l'as pas vue. Oui, bon. C'est con, mais c'est comme ça. Mis à part son générique emblématique, ce qui restera dans les mémoires, c'est la partie documentaire en fin d'épisode, commentée par Jean Topard et sa voix si marquante. Leur recherche était basée sur une légende ou sur une simple pépite d'or trouvée par hasard. Donc un petit documentaire d'environ 3 minutes, traitant normalement d'un sujet en rapport avec l'épisode en question, comme par exemple les iguanes, des sortes de dinosaures miniatures. Ils sont dans l'archipel des Galapagos, l'unique endroit au monde où l'on peut voir des iguanes, sorte de dinosaures miniatures. Mais globalement, les sujets tourneront autour de la culture précolombienne. Évidemment, tout ça tourné en prise de vue réelle, comme tout bon documentaire qui se respecte, et avec un mini-générique qui marquera presque autant que celui de la série. Bref, les mystérieuses cités d'or, je pense parler pour tout le monde en disant que ça nous a tous marqués. Pas forcément en bien, ou même sans vraiment savoir de quoi ça parle. Sûrement de cités d'or. Mais la série est bel et bien restée dans notre mémoire. Cependant, il va falloir que j'arrête de faire ça. Alors qu'ils auraient pu se contenter de cette saison en elle-même, ils ont décidé en 2012, donc 30 ans après la saison 1, de faire une saison 2. Ce qui pourrait être une bonne idée, mais ça ne l'est pas. Parce que les chara-design ont été un poil changés pour donner ce look quasi CGI. Computer générité d'imagerie pour ceux qui se demandent. Moi, je le savais, hein. Donc un côté un peu image de synthèse, qui ne me plaît pas beaucoup, mais sûrement par comparaison avec l'original. Ils ont ensuite fait 2 autres saisons qui, pour le coup, concluent complètement la série. En réalité, j'abuse. Ces nouvelles saisons sont peut-être très bonnes. J'avoue ne pas les avoir vues, donc je n'en jugerai pas la qualité. Moi, j'aime bien le CGI. Du coup, ne vous fiez pas à ce que je viens de dire, c'était juste une vanne. De toute façon, je suis juste là pour balancer du positif, donc générique. Positif, il vient de cracher sur les autres saisons, quand même. Non, mais c'était une blague. Donc, Les Mystérieuses Cités d'Or, réalisé en 1982 par MK Productions et DIC avec 39 épisodes de 28 minutes, en comptant le mini-docu à la fin. L'histoire commence alors qu'Esteban, un jeune orphelin d'une douzaine d'années, rentre dans un bar, parce qu'on n'est jamais trop jeune, quand arrive un des prêtres qui soudoie les villageois à retrouver l'orphelin pour la modique somme de 1 pièce d'or. Une récompense d'1 pièce d'or. Allons le chercher. Allons chercher, Esteban. Ah, les pécores. Heureusement pour lui, personne ne l'a vu, sauf Mendoza, un navigateur qui se la pète beaucoup trop. T'as vu, ce n'était pas difficile. Tu étais perché sur ton tonneau et tu écoutais ce que les hommes racontaient. Après c'est normal, il était vraiment très mal caché. Donc Mendoza accoste Esteban, il bavarde tranquillement quand subitement Mendoza se met à vriller. Toi? Est-ce que c'est toi? Attends! Esteban, attends! Ça paraît désagréable, mais tu vas pas foutre un extrait toutes les 5 minutes. Ouais, t'as raison. Le problème, c'est que le premier épisode, il est vraiment trop what the fuck ou quoi? Il est fou! La folie, quoi. Ou bien... Je sais pas vraiment pourquoi, sûrement pour bien poser les personnages et pour marquer l'assombrissement du récit plus tard, ce premier épisode est en total roue libre. Là, Esteban est pris de vertige, alors qu'on dirait juste qu'il est bourré. C'est ça qu'il va au bar. Puis, il se prend un seau d'eau dans la gueule et insulte Mendoza de lâche. Qui m'a arrosé? C'est toi! Tu n'es qu'un lâche!
J'ai regardé cette scène 10 fois et j'ai toujours pas compris pourquoi. Bref, les sujets de la reine récupèrent Esteban. Ils le font monter sur une sorte de monte charge à environ 20 mètres du sol. Sûrement parce qu'il a le vertige. Ils l'obligent ensuite à faire venir le soleil. Malheureusement, il ne sait pas le faire, mais heureusement, le soleil vient quand même. En fait, il sait le faire, le con. T'es perspicace aujourd'hui. C'est qui, ça? Après ce doux miracle, le père Rodriguez révèle un secret à Esteban. Esteban, je dois te révéler un grand secret avant qu'il ne soit trop tard. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est une blague? Oh, le dégoût! Oui, ça va, j'ai 4 ans. Donc, le père Rodriguez raconte qu'en réalité, Esteban a été récupéré bébé par Mendoza, alors qu'il était en train de couler avec son vrai père. Mendoza réalise alors que c'est bien le même enfant. Oui, il est deb, parce qu'il avait déjà remarqué son collier, ainsi que le fait que bébé il faisait apparaître le soleil, et il vient de le refaire il y a 5 minutes. Et pourtant, il avait besoin de l'entendre de la bouche du père Rodriguez. Ah, je vous l'avais dit que cet épisode était lunaire. Finalement, après cette grosse révélation, le père Rodriguez s'éteint paisiblement. Esteban, choqué et attristé, part en pleurant. Mon père? Là, on va avoir un condensé de ce que vaut Mendoza, le chic type. Tout d'abord, il lui explique qu'il lui a volé la deuxième partie de son pendentif quand il l'a récupéré il y a des années. Il lui dit qu'il ne lui rendra pas, puis il lui fait entrevoir la possibilité que son père est toujours en vie. Et puis, je t'ai dit que ton père avait disparu au cours de la tempête pendant laquelle je t'ai sauvé la vie. Mais rien ne dit qu'il n'ait pas réussi à survivre. Comment? Vous croyez vraiment que mon père est vivant? Imaginez juste si c'est pas le cas. Il enchaîne en faisant venir Esteban sur le navire l'Esperanza, et ceci de façon pas du tout intéressée évidemment. On n'est pas loin d'un enlèvement d'ailleurs. Mais bon. Et le pire dans tout ça, c'est que le gars vole. Et de son côté, Esteban se téléporte. Bon, la technique là, waouh! T'as vu sur les fondus, tu me fais reculer, je suis pas un entraînement de foot moi! Allez, par contre, fais partie sur une fondue savoyarde, ça j'aime! Ok! J'adore la vie! Bref, ça, c'était juste l'épisode 1. Je voulais vous montrer qu'au début, c'était un peu bordélique, mais heureusement, par la suite, ça se calme. Surtout avec Pedro et Sancho. Très bonne transition, merci. Parlons un peu des personnages avant d'aller plus loin. Déjà, Esteban. Ce qui est bien, c'est que tout a déjà été dit. Orphelin recueilli par le père Rodriguez, surnommé le fils du soleil, parce qu'il peut invoquer le soleil. Déjà, le gars pèse. Esteban est un des personnages les plus courageux et avec le plus de cœur. Tellement de cœur qu'il appréciera ce con de Mendoza. Mais surtout, il fera tout pour protéger sa crush, Zia. Zia, comme Esteban, possède une grande générosité et beaucoup de courage. Zia est une jeune Inca envoyée par Pizarro pour qu'elle s'occupe de déchiffrer le Quipu d'or pour localiser les cités d'or. Oui, des cités faites en or, qui intéressent beaucoup de personnes, par exemple Mendoza, le bon gars, qui, malgré sa cupidité, fera preuve de beaucoup de compassion envers les enfants. Puis, c'est utile d'avoir un épéiste dans l'équipe. Courageux et intelligent qui plus est. Mais heureusement, il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Pedro et Sancho. Là, ce sera plus dur de leur trouver des qualités. Ils sont aussi cupides que Mendoza, mais en plus de ça, ils sont lâches, provoquants et à certains moments très peu compatissants. Les cracks. C'est pas la drogue. Le crack. Après, faut avouer que c'est les persos les plus drôles de la série. Eux et Pichu. Mauvaise série. Pichu, le perroquet ultra intelligent de Tao. Tu le savais? Je le fais exprès, c'est une vanne que je fais à chaque fois. Ah, Tao. Je vais être bref, c'est le perso le plus intelligent de la série. Un poil moins courageux que Esteban et Zia, mais assez pour se battre contre une armée si c'est pour sauver ses amis. C'est grâce à Tao que cette belle bande se sortira de pas mal de problèmes. Problèmes souvent causés par Gomez et Gaspar, des officiers espagnols qui possèdent les mêmes qualités que Pedro et Sancho, c'est-à-dire la cupidité et l'agressivité. Sous les ordres du conquistador Francisco Pizarro, celui qui a enlevé Zia, Gomez et Gaspar arriveront à rester intéressants tout du long, surtout après un retournement de situation que je vais bientôt vous raconter. Ah!
On repart sur le résumé. Étonnamment. Bien rapide comme la dernière fois. Évidemment. Alors on enchaîne? Immédiatement. Donc, une fois à bord de l'Esperanza, Esteban et Zia découvrent qu'ils possèdent un pendentif similaire, même s'il manque une partie à Esteban détenue par Mendoza. Une fois passé le détroit de Magellan, l'Esperanza sombre dans une tempête et finit en ruine. Alors que tout l'équipage s'enfuit sur des canots de sauvetage, Esteban, Zia, Mendoza et ses comparses se retrouvent bloqués sur un radeau de fortune qui les emmènera sur l'archipel des Galapagos. Ils y retrouveront un drôle de bonhomme venu kidnapper Zia. Heureusement, Sonic et sa troupe ne le laisseront pas partir. En plus, il se trouve que le bonhomme qui a enlevé Zia est en fait un enfant, un descendant de la civilisation de Mu, nommé Tao. Surpris? Ta gueule? Ouais. Bref, d'abord pas trop apprécié par Esteban, vu qu'il a enlevé Zia, et aussi un peu le fait qu'il a essayé de le tuer avec cet étrange revolver, mais une fois cela oublié, les deux deviendront extrêmement proches. Presque comme les deux doigts de la main finalement. J'abuse. Non, j'abuse pas en vrai. Tao, en quittant son village, brûle tout ce qu'il reste sauf son vase. Son vase de Tchekhov. C'est alors qu'il trouve un bateau qui marche à l'énergie solaire, oui, carrément, appelé le Solaris. Ils arrivent au Pérou, se font capturer par l'armée espagnole, Pizarro demande à Zia de lui traduire le Quipu d'or, elle ne le fait pas, ils arrivent tous à s'enfuir. Pizarro, furieux, ordonne le pillage d'un village inca, village où certains prisonniers sauvés par nos héros étaient originaires. Ils vont alors aider les villageois et les Espagnols en profitent pour assiéger le Solaris, mais Tao sacrifie son propre bateau pour sauver tout le monde. Et on est à peine à un putain de quart de la série. Sans moyen de locomotion, l'équipe se retrouve séparée. Les enfants, eux, arrivent au village de Zia, qui est étrangement vide. Bref, il se passe pas mal de choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et finalement, ils trouvent enfin le Grand Condor. Yes, comme dans le générique. Ouais. Bon là on va passer pas mal de trucs pour arriver au plus intéressant. Les Olmecs, des espèces d'humains chelous descendants de l'empire de Mu, qui sont devenus stériles et qui cherchent à sauver leur peuple avec des cellules d'enfants, programme sympa. Donc les enfants se font capturer, puis s'enfuient, puis recapturer. Puis se re-enfuient, puis recapturés, puis re-enfuient, puis recapturés, puis 3 jours quête du Graal. Puis ils se font sauver par Viracocha, chef des troupes armées Maya et fiancée de Maïna, elle, la crush de Tao. C'est un peu con vu qu'elle va se marier. Petit détail sympa, le père adoptif de Maïna est le chef du village, mais aussi le père de Zia, sauf qu'elle va mettre 10 ans à l'apprendre. De son côté, Menator, lui, le chef des Olmecs, apprend qu'un grand condor est coincé dans un trou géant et décide d'envoyer ses hommes le récupérer. Les enfants l'apprennent et arrivent à monter dedans. Enfin, juste avant, ils se font arrêter par deux cons qui cherchent aussi les cités d'or, Marinche et le docteur, deux intellectuels. Pourquoi êtes-vous là? Parce que le grand condor, il est à nous et pas à vous. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Elle est conne ou quoi? Je viens de te le dire. Je ne saisis pas. Le condor est à nous, pas à vous. C'est hyper clair, me semble. Non, elle comprend pas, hein. Combat remporté par les enfants. Et en rentrant au village Maya, Papa Camayo, le père de Zia, lui apprend que c'est son père. Problème, il est en train de mourir. Pour une fois, je vais pas faire de vanne parce que la situation est très bien maîtrisée. Le reveal, la réaction de Zia, la mort de Papa Camayo et surtout après le deuil, le respect des autres envers elle. Même Sancho et Pedro seront au top à ce moment-là. Bref, les Olmecs sortent un vaisseau méga cheaté, se battent contre le Grand Condor, combat désavantagé vu que eux, ils ont des rayons d'énergie. Ah, et ils ont récupéré Zia. Encore. 36e fois qu'elle se fait capturer. Mais Esteban et Tao sautent dans le vaisseau Olmec pendant que Mendoza prend les commandes et s'écrase 10 mètres plus loin. Une fois à l'intérieur, Esteban arrive à récupérer Zia et s'enfuir. Mais Tao se fait capturer, ce qui les oblige à faire rentrer les Olmecs dans les cités d'or, précédemment localisées. Une fois à l'intérieur, Calmec, le bras droit de Menator, tue le prophète voyageur, le gardien de la cité. Ensuite, il emmène le grand héritage, un objet soi-disant capable de rendre les Olmecs immortels, puis le place au centre de leur repère. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour nos héros, il y a une couille et ça déclenche une éruption volcanique, ce qui tue tout le monde. The End. Non. Pour pas que tout le monde meure, le prophète voyageur, qui n'était pas mort, se sacrifie en reposant au centre de la cité le vase de Tao, le vase de Tchekhov. J'ai pas osé demander tout à l'heure ce que ça voulait dire, mais merde, là je suis paumé. En gros, le vrai terme, c'est fusil de Tchekhov. C'est un principe en dramaturgie. Créé par Anton Tchekhov, qui explique que chaque détail mémorable dans une histoire doit être utile, sinon il n'a rien à faire là. Ah, du coup, je capte le vase de Tchekhov. Clever. Donc l'utilité de ce vase était de sauver les héros, ce qui est pas rien il me semble. Mais en plus de la bonne utilisation de ce procédé, il faut savoir que le prophète voyageur est le père d'Esteban. Mais non! Ouais, je plaisante, on le voit grave arriver, c'est pour ça que j'en fais des caisses. Pourtant, ça ne perd pas son effet dramatique, car cette révélation n'est pas connue d'Esteban. On est les seuls, nous spectateurs, à comprendre la tragédie qui est en train de se produire. Et du coup, waouh! Ben ça marche. Et ça, c'est juste une chose réussie des Mystérieuses Cités d'Or. Les personnages sont vachement bien écrits. Non, peut-être pas vachement, mais juste bien écrits.
ce qui est déjà pas mal. Les antagonistes dans ce cas marchent très bien. D'abord Gaspard et Gomez, qui retourneront leur veste plusieurs fois, mais surtout pour servir leur propre intérêt, même si on voit qu'ils ne sont pas dépourvus d'humanité. Les Olmecs aussi sont pas trop mal, avec en premier lieu l'ambition de sauver leur race, pour au final se transformer en recherche de pouvoir. Et déjà, réussir les antagonistes, c'est une putain de victoire. Je veux dire par là que ça pourrait suffire. Mais non, en plus de ça, la relation avec Mendoza évolue bien, pour avoir un bon final où il avouera que l'importance vient plus de sa relation avec les enfants que de détenir des tonnes d'or. Les enfants, eux, évoluent pas trop, mais ils n'en ont pas vraiment besoin, étant déjà bons et n'ayant pas vraiment de défauts. Et comme toutes les autres séries, elle n'est pas parfaite. Exact, l'animation n'est pas toujours au top. Les voix changent en cours de route. Mettez le canot de sauvetage à la mer. Si les cités d'or ne sont pas dans les parages. Des dialogues débiles à certains moments. Il y a même Kanye West dans la série. Nous y sommes enfin arrivés. Je suis si émue. Et du coup, ça apporte des situations marrantes. Tu vois, Esteban, comme je te l'avais déjà dit, tu es bien le fils du soleil. Bref, il y aurait 1 milliard d'autres choses à dire, mais sachez juste que c'est bien, qu'il y a plein de scènes absurdes qui valent le coup d'œil et que ça a pas si mal vieilli. Percussion.